Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Avec l'affaire dite Vital Kamerhe, la justice, la République démocratique du Congo, du moins sa justice, dit s'engager résolument sur la voie de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Mais le procès divise les Congolais. D'un côté, ceux qui applaudissent enfin une justice pour tous, et de l'autre, ceux qui parlent de procès politique, de règlement de comptes et d'instrumentalisation de la justice. Mais comment se situer? Que dire de ce procès historique qui vient de s'achever? Quels en sont les enjeux et les dessous véritables? Trois avocats avec moi pour en parler. Maître Clara Gérard Rodriguez, vous êtes avocate au barreau de Paris, vous faites partie de l'équipe de défense de Vital Kamerhe. Vous n'avez même pas attendu la fin du procès avant de saisir les Nations Unies pour dénoncer la détention provisoire de Vital Kamerhe qui, selon vous, n'a rien à faire en prison. On en parle davantage au cours de cette émission. Merci, maître. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'un avocat à un autre, maître Brice Nzamba, également avocat au barreau de Paris, un habitué de mon émission. Vous êtes par ailleurs analyste politique. Pour vous, un homme politique peut très bien être traduit devant un tribunal sans qu'on ne parle de procès politique. Vous nous en direz davantage également au cours de cette émission. Merci, maître. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et un troisième avocat avec moi, maître Reti Amouli, avocat au barreau de Bukavu en RDC, ancien président des avocats de la défense au TPI, Tribunal pénal international pour le Rwanda. Que dire de l'état de droit, de la lutte contre la corruption et l'impunité dans votre pays? La RDC, que symbolise le procès Vital Kamerhe dans votre pays? On en parle également au cours de cette émission. Merci, maître. C'est moi qui vous remercie. Accepté notre invitation. 20 ans de travaux forcés pour détournement de deniers publics et corruption aggravée. 10 ans d'inéligibilité après la peine. Voilà la sentence dont a écopé ce 20 juin Vital Kamerhe. Alors, opération main propre ou complot politique, on en parle après ce reportage signé Jacques Kamboka, notre correspondant en RDC. Il a écopé de 20 ans de travaux forcés. Il sera inéligible sur une période de 10 ans après sa sortie de prison. Une première en République démocratique du Congo, pays où les cas de détournement et corruption sont pourtant légion. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, avec 2 de ses co-accusés, ont donc été reconnus coupables ce samedi 20 juin 2020 dans le procès dit affaire de 100 jours du programme du chef de l'État. Cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu. Dans ce pays, je n'ai jamais vu quelqu'un de la trempe de Vital Kamerhe être traîné à la barre, accusé de détournement. Et je me pose la question, est-ce qu'avant lui, tous ceux qui l'ont précédé étaient des saints? La République démocratique du Congo, sous le président Félix Tshisekedi, se veut un état de droit. Et dans un état de droit, la justice est la clé de voûte pour rendre effective cette ambition que veut incarner le chef de l'État. Poser les bases pour cet état de droit avec l'incarcération d'un haut placé du régime qui, au-delà de son statut du directeur de cabinet, est la pièce maîtresse de la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2018, le signal est fort. Certains qui continuent de dire que c'est un procès politique. Est-ce que la RDC est prête à subir une nouvelle vague de prisonniers politiques? Ça, je ne le sais pas, mais il faut tout faire pour essayer de ne pas donner cette impression. Et pour ne pas donner cette impression, certaines voix se lèvent pour demander que il ne faut pas que ça soit sélectif. Ce traitement qu'on a réservé au directeur de cabinet du chef de l'État doit être le même pour tout celui ou toutes celles sur qui pèse le soupçon d'un détournement de deniers publics. Et Dieu seul sait qu'en République démocratique du Congo, ce ne sont pas les cas de ce genre qui manquent. Et se limiter seulement au seul cas Vital Kamerhe, à mon avis, risque de jeter un discrédit sur quelque chose qui pouvait être
un fait marquant de l'histoire de notre pays. Le pays est un habitué des scandales financiers. Selon Luzolo Bambi, l'ancien conseiller de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila, la RDC perdrait annuellement plus de 15 milliards de dollars qui se volatilisent par le fait de la corruption et du détournement des deniers publics. Le procès du président de l'Union pour la nation congolaise marque un tournant décisif qui cependant laisse pendante une question. Était-ce une vraie sanction ou un procès politique? Il faudra observer quel sort la justice réservera aux cas similaires, estiment les observateurs. Maître Rodriguez, c'est vrai que nous ne sommes pas au tribunal, on ne pourra pas rentrer dans la technicité du dossier sur la base duquel a été condamné Vital Kamerhe, mais on va essayer. Qu'est-ce qui vous fait penser que Vital Kamerhe a bénéficié d'une parodie de procès? Il faut voir de quoi on parle quand on parle de procédure pénale et de procès pénal. C'est vrai que les questions procédurales, souvent, sont un peu laissées de côté, n'intéressent pas ni les journalistes ni l'opinion publique, mais il faut voir que ce qui fait la valeur d'un procès, que ce qui fait la justice, finalement, c'est le respect des procédures et notamment d'un procès équitable qui respecte les droits de la défense. Indépendamment des faits. Indépendamment des faits, absolument. C'est ce qui donne toute la valeur à un procès, c'est ce qui garantit que l'accusé ou le prévenu soit entendu, qu'il puisse s'expliquer valablement sur les faits qu'on lui reproche. Oui. Et c'est ce qui donne aussi la valeur à une condamnation. C'est-à-dire qu'une condamnation qui met fin, qui suit un procès qui ne respecte pas ses standards, qui ne respecte pas la procédure pénale, ne saurait avoir une valeur de condamnation au même titre qu'une autre. Quelles sont les règles de procédure, Maître Rodriguez, qui dans ce procès ont été violées? Ce qu'il faut voir, c'est que le procès de Vital Kamerhe aujourd'hui a violé à la fois les règles procédurales de la RDC, la procédure pénale congolaise, mais également les standards internationaux du droit à un procès équitable, oui, tels qu'ils sont garantis notamment par les Nations Unies. Et en premier lieu, ce qui a été violé, ce sont les droits de la défense. C'est-à-dire que les avocats de Vital Kamerhe n'ont pas eu accès aux pièces, n'ont pas eu accès au dossier jusqu'à du tout. Non, ni avant le procès, ni pendant, ni après. Donc Vital Kamerhe, pendant le procès, si, maître. Les avocats de la défense ont eu accès aux témoignages, aux témoins qui se sont présentés à la barre pour témoigner. Oui. Ils n'ont pas eu accès aux documents qui ont été cités par le procureur, par l'avocat de la partie civile et qui fondent aujourd'hui la condamnation de Vital Kamerhe. Vous dites quelque chose d'intéressant. Pour vous, la procédure est très, très importante. Il faut respecter la procédure. Vous avez, je l'ai dit dans mon introduction, avant même que Vital Kamerhe ne soit condamné, saisi les Nations Unies. Que dénonciez-vous? Absolument. Donc nous avons saisi le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui ne connaît pas du fond du dossier, qui ne s'intéresse pas à la question de savoir s'il y a eu détournement, s'il n'y a pas eu détournement, s'il y a eu infraction, s'il n'y a pas eu infraction, qui s'intéresse seulement à la question de savoir si la détention de Vital Kamerhe répond aux standards internationaux ou doit être qualifié d'arbitraire. Nous, ce que nous soutenons, c'est que cette détention ne répond pas à la procédure congolaise, notamment parce qu'elle a dépassé les délais légaux et que les demandes de mise en liberté de Vital Kamerhe n'ont pas été audiencées, n'ont pas été débattues. On vous voit, Maître Rodriguez, très procédurière et il faut s'en réjouir. C'est ça aussi la justice. Concrètement, pour les gens qui nous suivent et qui n'ont pas fait le droit, qui ne comprennent pas les questions de procédure, etc. Je prends un exemple simple, mais comparaison n'est pas raison. Lorsqu'on appréhende un assassin, quelqu'un qui a tué, pour vous, il est important que sa garde à vue ne dépasse pas la durée légale de garde à vue. Mais vous dites vous-même, donc quand on arrête un assassin, en réalité, on n'arrête pas un assassin, on arrête une personne qui est soupçonnée d'avoir commis un assassinat. Et la présomption d'innocence est fondamentale. On est tout à fait d'accord. Et pour vous, indépendamment de ce qu'il a fait, il faut respecter la durée légale de sa garde à vue, il faut voir s'il est en bonne santé, s'il est compatible, sa santé est compatible avec la détention, il faut qu'il ait tout de suite accès à un avocat, etc. C'est très important pour vous, absolument, indépendamment du crime qu'on lui reproche. Absolument, c'est fondamental et c'est ce qui garantit la valeur d'un procès, c'est ce qui garantit la justesse de la justice et qui donne aussi une valeur à une condamnation, si condamnation il doit avoir. À vous tout à l'heure, Maître Rodriguez, pour vous poser une question simple. Quand bien même ces procédures avaient été respectées, ça aurait changé quoi
par rapport aux faits et à la sentence. Mais on en parle tout à l'heure. Très rapidement, Maître Brice Nzamba. C'est très pertinent ce que dit Maître Rodriguez. Ou bien on veut faire du droit et on le fait de façon totale et pleine en respectant les procédures. Et Maître Rodriguez pense que dans l'affaire Vital Kamerhe, des droits ont été bafoués, des règles de procédure, des règles procédurales n'ont pas été respectées. C'est la même lecture que vous faites? Alors, moi, je ne suis pas parmi les avocats qui défendent M. Vital Kamerhe, oui. Donc je n'ai pas accès. Déjà, eux-mêmes, ils n'ont pas eu accès au dossier. Donc moi, je ne pourrais pas aller plus loin que eux. Ils n'ont pas pu y aller. Mais ce qui est certain, c'est que dans une procédure, quand la procédure pénale n'est pas respectée, les droits de la défense ne sont pas respectés, les droits de la personne détenue ne sont pas respectés, il appartient à la défense de pouvoir saisir les voies de recours, de procéder aux voies de recours idoines pour faire entendre cette injustice-là. Donc, encore faut-il que le système judiciaire en place puisse rendre ces recours effectifs. Voilà. Donc, à partir du moment où ces recours sont effectifs, on ne peut pas dire qu'il y a un déficit de l'état de droit. Voilà. C'est-à-dire que le système judiciaire n'est pas parfait. Hein, n'est pas parfait. Si c'était parfait, on le saurait. Même dans des pays développés, il arrive toujours qu'il y ait des failles. Mais le rôle des avocats, précisément, c'est de dénicher ces failles et puis de travailler de façon à ce que ces failles puissent être réglées en formant des recours. Donc moi, je pense que c'est possible qu'il y ait eu des vices de procédure dans la procédure concernant M. Vital Kamerhe, oui. Mais la défense a le droit de former des recours comme il se doit. Et je pense qu'ils vont le faire. Puisqu'ils ont saisi l'ONU, ils ont saisi... donc c'est pour faire valoir... Ça n'a rien changé, là. Ah oui, mais donc ils ont quand même... Après, condamné de toute façon, il n'a jamais quitté la prison. Oui, mais ils ont quand même eu droit au recours. Donc, au recours, pas en RDC en tout cas. Maître Reti Amouli, des questions procédurales ont été soulevées par Maître Rodriguez. Vous envoyez vous aussi des règles de procédure qui n'ont pas été respectées. On viendra tout à l'heure au fait précisément et ce pourquoi Vital Kamerhe a été condamné du point de vue de la forme et du respect des règles procédurales. Vous faites la même lecture que Maître Rodriguez, que votre conseil. Bon, moi je dirais d'abord, si vous permettez, je voudrais d'abord adresser un message à Maître Sûr. Parce que le bâtonnier sûr, qui est l'un des avocats qui est finalement représenté ici par Maître Rodriguez pour dire aux Congolais qui ne le connaissent pas, qui pensent effectivement que Maître Sûr, le bâtonnier Sûr, c'est un étranger aux questions congolaises, je voudrais tout simplement dire que le bâtonnier Sûr est celui qui a signé avec le barreau de Bukavu les accords de coopération. Et ces accords de coopération permettent aux avocats de Paris d'aller plaider à Bukavu et des avocats de Bukavu de venir plaider à Paris. Oui. Ça, c'est très important. Ils connaissent très bien le pays, la RDC. Ça, c'est très important. C'est aussi lui qui a facilité par ces accords, justement, le stage des jeunes avocats de Bukavu qui peuvent effectivement venir ici à Paris. C'est très important que les gens le sachent. Maintenant, sur la question de valeur de procédure, oui, on dit d'ailleurs que les règles de procédure sont des règles de bonne administration de la justice. Donc, quand la procédure n'est pas respectée, la justice n'est pas... Maintenant, est-ce que nous avons forcément la même lecture? Bon, sur, par exemple, la question des standards internationaux. Oui, la détention provisoire, par exemple. Oui, bah, sur la question des standards internationaux, moi, je dirais tout simplement aux gens, regardez, Babo, le nombre de fois qu'il a demandé d'être mis en liberté provisoire. Nous sommes en international. Regardez par exemple au TPIR, je n'ai pas vu un seul qui a bénéficié d'une libération provisoire. Aucun. Donc si on regarde les standards internationaux, bon, je peux dire effectivement que ces arguments ne peuvent pas prospérer. Cela dit, mais ce n'est pas les mêmes incriminations. La CPI, c'est crime contre l'humanité, crime de guerre, crime de génocide. Oui, mais bon... Oui, mais ce qu'on a dit, c'est qu'ils sont présumés innocents. Ils sont présumés innocents jusqu'à la dernière minute. Mais par contre, moi, je pense effectivement que s'il y a effectivement des choses à reprocher à ce jugement et à cette procédure, c'est plutôt au regard de l'accusé qui est Jamal Sami.
j'estime pour ma part que ce monsieur aurait dû bénéficier à la fois constitutionnellement, légalement et même sur le plan international, d'une protection qui est bien prévue. C'est celui éventuellement de ne se défendre qu'en présence d'une personne, d'un interprète. Samy Diamy n'a pas pu comprendre ce qu'on lui reprochait. Il a quand même fait 52 ans au Congo. Oui, oui, mais ce n'est pas ainsi. Il y a en France des gens qui ont fait 30 ans et qui parlent français. Oui, mais c'est pas normal. Oui, c'est normal, mais ils ont droit à l'interprète. On est tout à fait d'accord. Que la langue qu'on comprend pas. Maître, rentrons dans la profondeur du dossier, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne. Ça intéresse peut-être davantage les Congolais. Maître Rodriguez, Vital Kamerhe a été l'ordonnateur des dépenses du programme dit des 100 jours. Il aurait fait décaisser 59 millions de dollars alloués à la construction de 4500 maisons préfabriquées avant même que les marchés ne soient autorisés et les avenants signés. Ensuite, Vital Kamerhe a fait retirer l'intégralité des 59 millions de dollars par Samibo et Ousmane, ce sont les entreprises de l'homme dont parle Maître Reti, Jama Samit, condamné lui aussi à 20 ans de prison, comme lui. Voilà les faits. Et au moment où il était appréhendé, seules 211 maisons préfabriquées ont été livrées sur les 4500 et l'intégralité a été déjà retirée. Est-ce que par rapport aux faits tels que présentés par la justice, il y a anomalie, il y a risque de commission d'infraction? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur les faits qui sont présentés par la justice. Mais après, nous, ces faits, nous n'avons pas pu en débattre d'une manière contradictoire avec les éléments en main qui nous permettent d'attester de leur réalité, d'éventuelles pièces ou éléments de preuve qui permettraient d'en attester, ni rien. C'est-à-dire que nous n'avons jamais vu la preuve d'un seul virement, la preuve d'un seul ordre, d'une seule instruction. Retiré en liquidité. Ou de liquidité. Nous n'avons vu aucune preuve des faits qui sont reprochés à Vital Kamerhe. Et il faut bien voir que jusqu'au dernier jour du procès, jusqu'à la plaidoirie de la partie civile, nous avons appris de nouveaux faits qui étaient reprochés à notre client. Puisque lors de sa plaidoirie, l'avocat de la partie civile a dénoncé l'acquisition par Vital Kamerhe d'un hôtel particulier à Paris. Bon, on a pu trouver les éléments qui nous permettent de démontrer qu'il n'y a jamais eu d'hôtel particulier à Paris, que Vital Kamerhe est seulement propriétaire d'une maison familiale dans les Yvelines, qu'il a acquis grâce à un crédit immobilier, ce qui est très différent. Mais c'est pour vous démontrer que jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier moment du procès, qui sont les plaidoiries, nous avons appris de nouveaux éléments qui étaient reprochés à notre client sans que l'on en voie la preuve et sans que l'on puisse en débattre pendant la procédure. Donc aujourd'hui, je ne veux pas rentrer sur le fond des accusations qui sont reprochées à Vital Kamerhe et sur d'éventuels éléments que nous pourrions apporter en défense. Ça, nous le ferons devant la cour d'appel et vous avez à juste titre dit qu'il y aurait des voies de recours qui seraient exercées. L'appel a d'ores et déjà été déposé par nos confrères sur place à Kinshasa et il y aura un appel et nous nous expliquerons devant la cour d'appel en espérant qu'elle sera plus attentive aux droits de la défense et aux explications qui pourront être apportées. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Vital Kamerhe a été condamné sur la base d'accusations qui n'ont aucun fondement matériel, qui n'ont aucune pièce, ou en tout cas aucune pièce qui ont pu être débattues par la défense. Maître Reti, je disais tout à l'heure qu'on va venir, on va analyser les faits. Et soyons précis quand même. Comment se fait-il que des juges, ou du moins un juge, a pu condamner quelqu'un comme Vital Kamerhe sur la base de faits non étayés? Un élément, en plus de ce que Maître Rodriguez vient d'avancer, Vital Kamerhe et sa famille, c'est ce que dit le jugement, ont acquis plusieurs biens immobiliers de grande valeur pendant la période considérée, bien qu'ils n'auraient pas pu acheter avec leur rémunération officielle. Moi, je connais des gens qui ont à peine 1500 €, qui ont 3 appartements dans Paris. Est-ce que là, on est en train de dire du droit? On dit qu'il a acheté un hôtel particulier à Paris. Oui, mais il faut faire le lien. Maître, expliquez-nous. Oui, vous êtes praticien du droit. Mais justement, le problème il est là. Bon, j'apprends que
ils n'ont pas eu accès au dossier et aux pièces du dossier. Mais seulement, je crois que la veille de la fixation de la date de première audience, les avocats de Vital Kamerhe avaient annoncé devant les journalistes qu'on leur a remis un nombre de pièces, et ils ont même dit 2300 pièces et que c'était trop, qu'ils ne pouvaient pas les examiner, le temps était court, et que mais néanmoins, ils décidaient quand même d'aller au procès. Et moi, j'avais fait une tribune à cette époque-là, je dis c'est une erreur. C'est vrai. Ou bien vous avez effectivement suffisamment, il y a tellement de pièces qu'il faut prendre le temps de les étudier, auquel cas il faut demander le délai, ça c'est ce que j'avais dit dans ma tribune, et autrement ce serait une erreur, en tout cas une faute de ne pas demander ce délai-là. Donc moi j'apprends ici qu'ils n'ont pas eu accès aux pièces, mais alors qu'eux ils avaient dit que c'était 2300 pièces et qu'ils n'avaient pas le temps de les lire. Ça c'est une première chose. Mais maintenant sur les biens acquis. Les biens acquis, ou alors la façon dont la preuve a été présentée. Oui, c'est ça, l'administration de la preuve. Par les uns et les autres. Il est clair que Vital Kamerhe n'a pas l'obligation de se défendre. Vous savez, en procédure pénale, vous pouvez même vous taire. C'est au procureur d'apporter la preuve de votre culpabilité. C'est à lui de démontrer, d'emporter l'intime conviction du juge. Or, ici, nous sommes quand même dans une situation où l'intime conviction du juge, c'est finalement quoi? C'est en fait, est-ce que le juge doute ou ne doute pas? Voilà, l'agent a disparu et il a dû servir à quelque chose. Voilà. Et donc, moi, dans la tribune que j'avais faite, j'avais dit, il faut que, c'est surtout ça, d'ailleurs, l'erreur des procès politiques. Dans les procès politiques, les gens se défendent en regardant plutôt le public, la masse. Donc c'est de la démagogie, au lieu plutôt de regarder le juge, comment le juge va réagir. Et dans le cas d'espèce, il est clair que les avocats de Vital Kamerhe, tous ces arguments-là qui sont invoqués, moi j'aurais voulu demander à Maître Rodriguez, mais pourquoi ils n'ont pas plaidé ça? Ils avaient 2 heures de plaidoirie, mais pourquoi ils n'ont pas plaidé? Il faut voir que dès le premier jour du procès, les avocats, nos confrères sur place, et que je profite de cette occasion pour les saluer, ont soulevé cette question devant le tribunal. On notait l'absence de pièces, ou en tout cas le fait que les pièces ne leur aient pas été transmises, qu'effectivement 2000 pièces avaient été annoncées, elles ont ensuite été visées par la partie civile, elles ne leur ont pas été remises. Cette question a été évoquée et les magistrats ont très vite éludé cette question pour procéder avec l'instruction au fond. Et c'est d'autant plus intéressant, ce que vous dites, Maître Rodriguez, que votre confrère qui fait partie de l'équipe de la défense de Vital Kamerhe, Jean-Marie Kabengela, dit après la sentence, nous sommes sereins, parce que les juges nous ont rendu la tâche facile avec un jugement contenant des gerbes d'autodestruction de leur œuvre. Nous irons en appel et si en appel on n'est pas satisfait, on ira en cassation et si en interne on n'est pas satisfait, on ira sur le plan international pour que le droit soit dit. Brice Nzaba, très rapidement avant qu'on ne marque une courte pause. On peut s'interroger sur cette facilité que se sont permis les juges dans un procès aussi important, concernant une personnalité aussi importante. Ils savent qu'ils sont à la loupe, que la décision sera scriptée à la loupe, qu'on verra les questions procédurales, les questions de l'administration de la preuve. Comment peuvent-ils rendre justice de cette façon, s'agissant de Vital Kamerhe? Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que les juges n'ont pas été au rendez-vous. Voilà. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, le procès de Vital Kamerhe, c'était un moment historique pour la RDC. C'était l'occasion de faire la démonstration qu'on soit en politique ou pas, on est tous justiciables, on peut répandre des soupçons sur lesquels des soupçons qui sont portés sur vous devant la justice. Mais pour cela, il était nécessaire que les juges puissent prendre de la hauteur, puissent faire preuve d'autonomie et puissent donner tout le temps à la défense, tous les moyens à la défense, et pour que le procès puisse satisfaire, en tout cas, aux règles telles que c'est prévu dans la procédure pénale du Congo démocratique. Oui. Or, la manière que le procès a été mené,
laisse à désirer. C'est-à-dire que le procès n'a pas été à la hauteur de ce dont on a voulu le faire. Parce qu'on veut faire un exemple, on veut faire un exemple de l'état de droit, mais dans ces conditions, il faut être à la hauteur. C'est-à-dire que les juges n'ont pas été à la hauteur. Un rendez-vous manqué. Voilà, exactement. On en reparle davantage dans la deuxième partie de notre émission, après une courte pause. À tout de suite. Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi, condamné le 20 juin dernier à 20 ans de travaux forcés. Brice Nzamba, vous parliez de rendez-vous manqué, parlant précisément de la décision rendue, de la sentence rendue ce 20 juin par les juges du tribunal de première instance de Kinshasa. Un autre élément très rapidement qui vient s'ajouter pour fonder la culpabilité de Vital Kamerhe. Le juge a fait valoir que la belle-fille de Vital Kamerhe a reçu des parcelles de terrain de la part de Sami Djemal, le fameux Libanais, qui a bénéficié donc du contrat, en échange de l'attribution des marchés. Là, il n'y a pas aveu, hein? On est en absence d'aveu. Comment fait-on le lien entre l'octroi d'une parcelle à une personne et la corruption qui en est découlée? Oui, mais c'est l'absence de contrepartie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne offre des terrains à une autre personne, oui, et qu'il n'y a pas de contrepartie. Qui n'est pas la mise en cause, bien. Voilà, la personne n'est pas la mise en cause, mais la personne est quand même dans la famille de la personne qui est mise en cause. Oui. Et donc, la personne qui offre les terrains, c'est la personne qui est bénéficiaire du marché. Oui. Et donc, il y a des indices. Il y a des indices. Je n'irai pas jusqu'à dire que la preuve est faite. En tout cas, c'est un indice grave et très important, de nature à faire penser que la contrepartie attendue, c'est donc le marché qui a été offert à M. Djemal. Et c'est cela. C'est-à-dire que dans ces procès, on procède beaucoup à des déductions liées à des indices. C'est-à-dire que les juges ont tenu compte des indices, mais sans forcément faire la preuve matérielle. Mais c'est ça. La preuve matérielle. Mais à partir des indices, ils ont tiré des déductions en disant que oui, puisque celui qui a bénéficié du marché a offert des terrains, et que l'offre de ces terrains-là, il n'y a pas de contrepartie, parce que les terrains n'ont pas été achetés. Donc, on déduit que la contrepartie, c'est donc cette entente. Et ils se sont forgés leur conviction. Et là-dessus, en tout cas, on dira dans cette partie que si on doit jeter en prison à chaque fois quelqu'un qui possède des biens qui ne sont pas en équivalence avec ses revenus, l'opposition serait pleine. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je pense que l'État de la République démocratique du Congo doit développer ses services d'enquête. Peut-être qu'il y a un déficit à ces niveaux. Parce que vous savez, le procès pénal, c'est un procès qui est complexe. Parce que pour apporter la preuve des éléments factuels, ce n'est pas toujours facile. Parce que les délinquants ne sont pas toujours nés de la dernière pluie. Hein. Il y a des délinquants au col blanc qui sont très intelligents, il ne faut pas les sous-estimer, et qui ont des capacités de soustraire des éléments de preuve. Et qui savent jouer aussi avec les limites les limites des enquêtes. On est tout à fait d'accord. Donc c'est ça, c'est-à-dire que selon la nature du procès, il y a aussi des outils d'investigation qui doivent être adaptés. Mais Maître Rodriguez, excusez-moi, l'autre aspect de la question, disons les choses clairement, le fait de dire que le juge n'a pas apporté la preuve de ma culpabilité ne m'innocente pas. Il faut aussi que Vital Kamerhe, qui était l'ordonnateur des dépenses du programme des 100 jours, apporte la preuve effectivement qu'il n'a pas détourné les 47 millions de dollars. Alors non, je vous arrête tout de suite, et c'est ce que mon confrère Maître au moins il le sait, il sait que c'est ce dont on l'accuse. Non, c'est au procureur d'apporter la preuve de la culpabilité. Et c'est tout le problème de ce qu'on appelle la preuve négative. Oui, c'est ça. On dit preuve négative, preuve impossible. C'est-à-dire qu'il est impossible d'apporter la preuve de son innocence. Et c'est pour cela que le poids de la charge de la preuve repose sur les épaules du procureur, à qui il appartient de prouver la culpabilité. Un peu. Vous êtes en charge de construire 4500 maisons. Vous en avez livré que 211 et vous avez pris l'intégralité de la somme.
Mais vous savez on ne peut pas ne pas vous demander des comptes. Je ne vais pas me prononcer à la place des avocats de Samal Jami, mais lui-même a demandé à plusieurs reprises lors du procès que des constatations soient faites sur les terrains à construire, sur les maisons qui avaient été retenues dans des containers à Dar es Salaam, dans d'autres ports. Et lui-même a toujours apporté des éléments pour expliquer pourquoi est-ce que ces maisons n'avaient pas encore été livrées. Les constatations, les actes qu'il a demandés n'ont pas été effectués. Et je vous laisse inviter ses avocats pour s'expliquer sur la question. Pour vous, Vital Kamerhe est innocent. Il est justement détenu à la prison, là. En gros. Ce qui est certain, c'est que le procureur n'a pas apporté la preuve de la culpabilité de Vital Kamerhe et jusqu'à ce que le procureur apporte la preuve de sa culpabilité, il est présumé innocent. Je crois justement que c'est très bien, effectivement. Vous avez posé une série de questions qui montrent effectivement la confusion et l'embarras. La confusion parce que tout le monde est en train de chercher pratiquement Vital la main dans le sac. Et tout le monde dit, voilà, on ne l'a pas vu, on n'a pas vu sa main, on ne voit pas, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais le vrai problème n'est pas là. Je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, l'iniquité de ce procès provient surtout du fait que les droits de Jamal n'ont pas été respectés. Mais attends, pourquoi? Parce que à partir... tout le monde est en train d'essayer de lire ces dossiers au travers le comportement et les actes de Vital. Ce n'est pas ça que dit la loi. C'est ça. La loi n'impose pas forcément que l'on lise au travers les actes de Vital. Voilà, c'est plutôt au travers ce que Jamal a fait des 35 millions d'argent qu'il a retirés dès le lendemain du jour où il les a reçus et qui ont disparu. Oui. Alors, on peut dire, on laisse un peu Vital Kamerhe de côté, mais la question, c'est de savoir, Jamal, quand il a pris cet argent, 35 millions, le lendemain du jour où on les dépose, et qu'il dit, mon fils a reçu, tel a reçu, tel a reçu, tel a reçu, tel a reçu, on arrive là à ceci. C'est que recherche la loi, c'est que veut et c'est que punit la loi. Oui. Ce n'est pas tant de dire voilà, que le procureur va aller chercher si Vital a de l'argent dans son portefeuille ou dans son porte-monnaie. Non, c'est de dire tout simplement cet argent public a été distrait de sa destination. Mais maintenant, la question fondamentale, et c'est là que Vital devait normalement se défendre, c'est que c'est ce qu'on appelle en procédure aiding and abetting. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez aidé de manière consistante une personne à obtenir les fonds de l'État et par la suite à les distraire de leur usage, à partir de ce moment-là, vous êtes coupable. En connaissance de cause. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Bon. Beaucoup de gens insiste sur le fait on va faire avancer le débat. Le président Félix Tshisekedi, on le sait, a placé son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption, l'impunité et l'enrichissement illicite. Mais jusqu'où peut-il aller? On en parle très rapidement après avoir écouté Chamala. Betty Chamala, elle est un cadre de l'AVC, une autre vision pour le Congo, proche de l'UDPC, proche du président de la République. On l'écoute très rapidement, on en parle après. Quand on parle d'état de droit, c'est une séparation de pouvoir. C'est l'indépendance de l'appareil judiciaire. La présidence, c'est aussi une institution. Lui, en tant qu'institution, en tant que président, il n'a pas pris son mandat pour venir fouiner dans le passé. Je crois que c'est ce que ça veut dire. Mais la justice étant indépendante, la justice peut fouiner. Il n'a pas interdit à la justice de fouiner le passé. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il fait cette séparation que lui, avec son mandat, il est là pour le peuple, pour que le peuple puisse avoir à manger dans son assiette, pour que le peuple puisse avoir des routes correctes, pour qu'il y ait une interaction entre les provinces. Il est là pour rétablir cette partie-là du développement du Congo. Mais en ce qui concerne fouiner le passé, si on a une justice correcte, mise sur pied,
eh bien, ils peuvent se dire aujourd'hui, on va rétablir certaines choses qui ont été faites, comme il n'y a pas prescription encore pour certaines personnes, et je crois que c'est ça qui fait peur. Donc notre justice a sa liberté de dire aujourd'hui, nous allons questionner telle personne, nous allons mettre, et je pense que c'est cette réalité-là qui fait peur aujourd'hui, où nous voyons qu'on veut nous produire des lois qui injurient, je dirais, l'intelligence du Congolais. Et là, le désir de notre président, c'est d'avoir des gens justes. Quand on a un appareil judiciaire correct, ça permettra aux personnes, aux gens, à la population, à tous ceux qui ont des postes de décision surtout, d'être corrects, de savoir que voilà, il y a les sanctions qui risquent de me suivre, il y a ceci. Le manque d'état de droit a fait que c'était l'impunité totale. Président Zamba, très rapidement, on a l'impression que l'affaire Vital Kamerhe crée une sorte de panique au sein de la classe politique congolaise, notamment en ce qui concerne ceux qui ont servi sous l'ancien régime. 2 députés FCC, c'est la coalition au pouvoir, Gary Sakata et Aubin Minakou, ont fait en ce moment une proposition de loi de modification de la réforme de la justice congolaise qui modifierait le rapport entre le ministre de la Justice et les magistrats de parquet. On soupçonne effectivement une manœuvre politique pour empêcher des poursuites contre des caciques de l'ancien régime. Ils étaient finalement très limités, le président Félix Tshisekedi, dans sa politique de faire de la RDC un état de droit et d'engager une véritable lutte contre la corruption et l'impunité. Oui, bah, il faut dire qu'il y a la volonté politique qui est là, mais les moyens ne suivent pas toujours, puisque, comme on le sait, le péché originel du président Tshisekedi, c'est qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée, déjà. Donc, à partir de ce moment-là, quand on veut mener une lutte contre la corruption, il faut avoir la possibilité de faire passer des lois par le Parlement, puisque la lutte contre la corruption, il faut l'organiser, il faut donner un cadre à cette lutte-là, donc ça doit passer par des lois. Alors, si vous ne maîtrisez pas le Parlement, vos adversaires vous anticipent, et donc vont prendre donc des lois, des natures à rendre plus difficile cette manœuvre. Donc, ce qui se passe actuellement au Congo démocratique, moi je pense que... Mais c'est démocratique, hein? Oui, c'est fait non, de façon... On est d'accord ou pas? Non, les élus du peuple ont le droit de prendre l'initiative des lois. La majorité parlementaire a le droit de pouvoir faire des propositions de loi et de les voter. Donc c'est démocratique. Mais en revanche, on a aussi le droit de déférer ces lois devant le Conseil constitutionnel pour vérifier si ces lois sont en accord avec la Constitution. De toute façon, ils ont la majorité là-bas aussi. De toute façon. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire jouer toutes les voix et il ne faut pas aussi perdre de vue l'opinion publique. Il faut aussi faire appel à la population pour que la population manifeste parce que c'est le souverain primaire de la démocratie parlementaire, non? Oui, mais le recours, c'est toujours la population. C'est-à-dire que quand le système coince... Non, mais Maître se prononce là-dessus, vous prononcez après, notamment dans la... On a 1 minute ici. Très rapidement, Maître Rodriguez, vous qui parlez de procès politique, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui après la condamnation de Vital Kamerhe montre qu'il y a des ressorts politiques. Mais qu'est-ce qui, de façon plus concrète, vous fonde à parler de procès politique? Il faut revenir à qu'est-ce qu'on entend par procès politique. Un procès politique, c'est lorsque l'État se sert de la justice pour mettre à mort symboliquement, aux yeux de l'opinion publique, ses opposants. Et ça passe notamment par une justice aux ordres, par l'absence de magistrats indépendants, par l'absence de respect des droits à un procès équitable. La RDC est un pays qui s'est lancé dans une voie de redressement de son appareil judiciaire, d'indépendance de son appareil judiciaire. C'est quelque chose dont il faut se réjouir. Et aujourd'hui, il faut se demander une chose, c'est est-ce que la justice en RDC est indépendante? J'espère qu'elle l'est. Et toutes les personnes autour de la table et ailleurs qui aiment la RDC, qui considèrent que c'est un grand pays d'Afrique qui mérite une justice indépendante, doivent se poser la même question. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission et vous aurez l'occasion, Maître Reti, de vous prononcer par rapport à la question, de la loi Minakou. À tout de suite. À tout de suite.
troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la RDC. Nous l'avons vu notamment pour évoquer la condamnation de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi. Maître Retia Mouli, vous vouliez vous prononcer par rapport à la proposition de Gary Sakata et Aubin Minakou, la proposition de loi qui, d'une certaine manière, veut placer les magistrats de parquet sous la tutelle, disons les choses clairement, du ministre de la Justice. Ben justement, c'est que c'est très bien que ces deux affaires, hein, donc l'affaire Vital et Kamerhe et l'affaire Minakou, tombent en même temps. Parce qu'il y a quand même des insinuations. Bon, je dirais tout simplement que si Vital Kamerhe est aujourd'hui en prison, on ne peut pas dire que le FCC n'est pas derrière, et il y a des éléments qui le montrent. Néanmoins, la méthode de Vital Kamerhe qui est décriée aujourd'hui et qui fait qu'il a été condamné, c'était en fait, dès qu'il arrive au pouvoir, il neutralise le gouvernement. C'est ce qu'il a fait. En réalité, il a neutralisé le gouvernement, il a eu la signature, il a ordonné les dépenses, le gouvernement était là sans rien faire. Minakou, qu'est-ce qu'il veut faire aussi? En fait, Minakou donc, et le FCC, ils veulent aussi neutraliser... Vous donnez raison à Maître Rodriguez qui parle de procès politique. Oui, ils veulent neutraliser les institutions. Comment neutraliser les institutions? Dire tout simplement, il y a quand même trop de casseroles, parce que si on prend le précédent Vital Kamerhe, alors à partir de ce moment-là, tous les hommes politiques, ils passent. Si on prend seulement la jurisprudence Vital Kamerhe, tous ils y passent. Donc pour se protéger, il faut... Alors pour se protéger, il faut bloquer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est là, justement, qu'il faut voir l'iter criminis. En quoi ces criminels, c'est qu'ils sont en train de faire? Aujourd'hui, on veut faire apparaître que c'est tout à fait une modification normale qu'ils demandent. Non, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'en 2006, donc quand le peuple s'est prononcé sur le référendum, il a voté l'article 220 qui dit que la forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative de gouvernement, le nombre de durées de mandat et l'indépendance du pouvoir judiciaire ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ça, c'est l'article 220. C'est ça qui avait empêché Kabila de se présenter. Donc cette proposition de loi viole la Constitution. L'article 220 dit bien ça. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quand le peuple a voté cette constitution, c'était stipulé que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif. Il est dévolu au cours des tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire, le cours des tribunaux civils militaires, ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions. Ça, c'est la formulation du texte en 2006. Oui. Alors, en 2011, ils viennent avec, en nous disant, voilà, il faudra réduire le mandat des 2 à 1, le pays n'a pas assez d'argent, donc on va faire une modification constitutionnelle pour réduire le mandat d'un tour à 2 tours. Et donc, les gens sont plutôt... porté vers cette modification constitutionnelle. Oui. Or, on sort une mouture constitutionnelle dans laquelle, maintenant, ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions, a été supprimé. Mais ça n'a pas été discuté, ça n'a pas été voté, ça n'a pas été élu, ça a été supprimé. Le peuple ne s'en est pas rendu compte. Oui. Alors, les gaillards, donc un peu comme nous parlons de l'escroquerie financière, ici nous parlons de l'escroquerie politique. Oui. Alors maintenant, qu'ils ont leur majorité, ils disent maintenant nous allons sortir de notre chapeau le texte constitutionnel que nous avions caviardé. Et c'est comme ça qu'ils viennent expliquer... Avec la fameuse... Voilà, ils disent, voilà, la Constitution ne considère pas les magistrats du parquet comme faisant partie de la Constitution. Mais sauf que tout à l'heure, vous avez dit, Luzolo a dit clairement que il y a 15 milliards de dollars qui sont annuellement détournés en RDC. Et là encore, c'est peut-être pas encore la bonne estimation. Très rapidement, Brice Onzamba, nous sommes dans tous les cas, dans le cas du fonctionnement normal de la démocratie, notamment parlementaire. 2 députés, 2 élus du peuple ont pris l'initiative d'une loi pour modifier la justice, pour modifier le fonctionnement de la justice. Et pour vous, vous dites...
cette loi doit être ensuite présentée à la Cour constitutionnelle pour vérification de sa conformité par rapport à la Constitution. Oui, mais parce que c'est les mécanismes qui sont prévus. C'est-à-dire qu'on peut toujours déférer une loi devant le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, mais comme on vient de nous lire tout à l'heure par notre confrère Reti, c'est-à-dire que les dispositions actuelles de la Constitution ne remettent pas en cause la réforme qui est portée aujourd'hui par Minakou. Oui. Maintenant, moi, je pense que dans un état de droit, quand il y a un projet de loi qui porte atteinte au fonctionnement régulier des institutions, ou en tout cas à l'équilibre des institutions, à l'indépendance de la justice, alors les hommes politiques qui sont responsables font appel au peuple. C'est-à-dire qu'il faut organiser des manifestations, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations qui doivent être organisées pour espérer faire en sorte que ces députés retirent leur projet. Parce que c'est le jeu politique, c'est le rapport de force. L'opposition, le Parce pouvoir, que si vous n'avez pas le rapport de force... Il y a des centres d'exercice du pouvoir et de l'autorité, de la souveraineté, c'est normalement l'Assemblée nationale. Normalement, les élus du peuple, les représentants du peuple sont censés être en phase avec le peuple. Oui, mais comme vous dites, c'est censé, mais c'est la politique, parce que c'est le jeu des rapports de force. On est d'accord. Oui, mais sauf que le ministre de la Justice... Mais que pense le ministre de la Justice vient de saisir le Conseil d'État pour valider éventuellement cette posture, non, sa posture, qui est celle de donner des injonctions aux magistrats. Le Conseil d'État vient de dire non. Bon, voilà. C'est déjà un premier pas. pour la démocratie. Mais il y a ce que nous pensons à cette table du président Félix Tshisekedi, de sa gouvernance, de sa gestion du pouvoir, de sa vision pour son pays, la RDC. Il y a aussi ce que les Congolais pensent. Certains se sont confiés au micro de Jacques Kamboka, notre correspondant de la RDC. On les écoute très rapidement, on en parle après. Je trouve que Félix Tshisekedi a ramené une nouvelle image de la gestion, dans la gestion de la chose publique. Nous constatons que nous avons un président de la République qui n'interfère pas aux actions judiciaires. Personne ne pouvait s'imaginer voir son directeur de cabinet être jugé et avec une retransmission en direct et après être condamné. Et du point de vue de la gestion sur le plan de la justice, là vraiment, je trouve que Félix Tshisekedi est dans le bon. Et comme il a dit, la justice doit être indépendante. Oui, la justice doit être indépendante, mais il doit dire aussi à la justice de fouiner là où la justice doit fouiner, parce que la population congolaise n'attend que ça. Il y a ce qu'on appelle des signaux positifs. Et dans ces signaux positifs, nous pouvons énumérer quelques-uns. Il y a la gratuité de l'enseignement, il y a les soins médicaux qu'on a quand même allégés pour nos voyants militaires. Et nous croyons que si le peuple congolais lui donnait la confiance beaucoup plus, ça va aider le chef de l'État à devenir 4 fois meilleur que ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est un homme qui a l'amour pour son pays. Je suis né à l'époque de Mobutu et j'ai beaucoup sillonné le pays. Mobutu, quand il décidait, personne ne pouvait le contredire. Un chef ne peut pas être derrière qui que ce soit. Le chef doit rester droit dans ses bottes. Mais ce n'est pas ce que nous constatons actuellement. En plus, nous remarquons que l'économie est effondrée, qu'ils rétablissent l'économie, car tous avons besoin du progrès du pays pour le bien-être de tous. Il y a Liboso, il y a la justice. Je pense que sur le plan de la justice, nous vivons une situation toute différente aujourd'hui. À l'époque, il y avait des autorités ou des personnes influentes qui commettaient des délits ou crimes sans en être inquiétés car ils pouvaient corrompre. Mais aujourd'hui, avec le président Félix, ce n'est plus le cas. Si vous commettez un délit ou crime, aujourd'hui, vous serez poursuivi, qui que vous soyez. De fortes attentes vis-à-vis du président Félix Tshisekedi. Nous l'avons vu et les Congolais attendent beaucoup de ce président. Nous avons là un président qui a une vision, qui a un volontarisme politique, mais qui visiblement n'a pas les moyens politiques et législatifs pour mettre en œuvre sa politique. Le premier pas qu'on peut déjà, enfin, le premier pas, ce qu'on peut déjà noter, c'est qu'il n'a pas demandé l'arrêt des poursuites contre son directeur de cabinet. C'est déjà ça. On peut déjà reconnaître ça pour le président Félix Tshisekedi. Maintenant, Maître Rodriguez, vous avez, et vous l'avez dit, vous allez faire appel. Vous avez pris la peine maximale. De toute façon, il n'y a plus rien à perdre à faire appel. On ne peut pas avoir pire que ce qu'il a. Et vous dites, si vous n'êtes pas satisfait à l'interne, vous allez à l'international. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'il y a des procédures aujourd'hui. La RDC est partie à la Charte africaine sur les droits des hommes et des peuples. Et aujourd'hui, si la Cour d'appel ne fait pas droit à nos demandes, si ensuite, en cassation, les droits de Vital Kamerhe ne sont toujours pas respectés, on se réserve absolument la possibilité de porter le dossier devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Qu'est-ce que vous espérez concrètement? Que la Cour d'appel libère Vital Kamerhe et constate qu'il est innocent? Alors, Vital Kamerhe, diminue la peine? Aujourd'hui, il y a eu un appel en cours, donc la détention de Vital Kamerhe est à nouveau sur la table. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons solliciter la libération conditionnelle de Vital Kamerhe en attendant le procès d'appel. Une fois que le procès d'appel se tiendra, on attend de la Cour qu'elle soit davantage à l'écoute de nos demandes, de nos revendications, qu'elle soit davantage respectueuse des droits de la défense et que l'on puisse débattre sereinement, pièce par pièce, sur tous les éléments du dossier pour que l'on puisse arriver à une solution satisfaisante. Et oui, et que... et pour vous, la solution satisfaisante, c'est... Ce serait évidemment la relaxe de M. Kamerhe, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de preuve de sa culpabilité. Brice Nzamba, vous êtes aussi un praticien du droit. Quelles sont les hypothèses possibles dans cette histoire? Écoutez, les hypothèses possibles... Il va dormir longtemps en prison, Vital Kamerhe. Je pense quand même que, vu l'opinion, vu les enjeux, ce serait quand même étonnant qu'il sorte de prison. Que la Cour d'appel décide qu'il sorte de prison. De sa relaxe. En fait, je pense. Enfin, de sa libération conditionnelle. Voilà, je pense. Je peux me tromper, j'espère me tromper pour le bien de M. Vital Kamerhe. Oui. Sa peine pourrait être certainement minorée, je pense, pour essayer un peu de faire la balance, c'est-à-dire de contenter un peu ceux qui disent que oui, la condamnation a été trop sévère, etc. On peut réduire sa condamnation. Maintenant, le problème, c'est que ce qui est bien dans ce qui se passe au Congo démocratique, c'est qu'on a une respiration démocratique. C'est-à-dire que plus quand vous donnez un peu de liberté aux juges, même si c'est très peu, souvent, dans ces périmètres de peu de liberté, il y a des juges qui peuvent aller plus loin encore. On a vu tout à l'heure, comme l'a dit le confrère Eti, il y a le Conseil d'État qui a dit non au projet de loi. Donc, c'est pas étonnant qu'on puisse être aussi confronté à une décision de la Cour d'appel qui peut aussi aller totalement donc tout est possible. Le jeu reste ouvert. Le jeu reste ouvert. Très rapidement. Parce qu'il n'y a que dans des dictatures où il y a quelque chose d'écrit. Nous sommes en train de parler de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Dans l'hypothèse que la Cour d'appel confirme sa condamnation, après, à l'international, ça prend tellement de temps, le temps que la Cour africaine des droits de l'homme, tout ça ne se prononce, ça prend un temps fou. Est-ce qu'il est possible que le président Félix Tshisekedi gracie son ancien directeur de cabinet? Moi, je voudrais d'abord, parce que je crois qu'on est malheureusement, on nous dit qu'allez-y, ce sera le dernier mot déjà. Je voudrais simplement dire que, en fait, il ne faut pas considérer une personne comme étant une personne spéciale. Tous, nous sommes égaux devant la loi. Absolument. Donc, tous, nous devons être traités de la même façon. On est d'accord avec vous. C'est pour cela qu'il faut... je ne peux pas partir d'ici sans, par exemple, dire que le fonctionnaire qui est allé faire... sur ordre d'émission, débarquer les histoires à la douane, sincèrement, pour moi, cette personne n'a rien à faire là-dedans. Sinon, parce que si on arrête une personne comme ça et qu'on la condamne pour détournement, c'est pratiquement tous les fonctionnaires du Congo qu'on arrêterait. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je voudrais dire tout simplement une chose, c'est que effectivement, les recours peuvent prospérer. Mais mon conseil à moi, c'est que les conseils de Vital devraient plutôt associer leur recours à la bonne santé, à l'équité du procès de Djamal. Parce que c'est Djamal qui constitue éventuellement la clé de voûte. Maintenant, est-ce que Félix Tshisekedi peut gracier? Oui, bon, on a vu effectivement, pour moi, les recours des Kamerhe peuvent prospérer parce que la peine était plafond et que les juges sont quand même des humains. Et il y a eu aussi d'autres jugements qui sont sortis pour malversation dernièrement. La peine était de 3 ans, ce qui est nettement... Bon, on me dit qu'on est à la fin de notre émission. Très rapidement, Maître Eti, est-ce qu'il peut gracier ou pas? Il a le droit de grâce. Il a le droit de grâce. Il a le droit de grâce, on ne peut pas le refuser.
Ok, il peut l'exercer. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette mission. Maître Clara Gérard Rodriguez, avocate au barreau de Paris. Vous faites donc partie de l'équipe des avocats de la défense de Vital Kamerhe. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Reti Amouli, avocat au barreau de Bukavu, ancien président des avocats de la défense au tribunal pénal international pour le Rwanda. Merci à vous également. Brice, nous avons avocat, vous aussi au barreau de Paris, analyse politique. Merci. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique que nous vous remercions d'avoir été nombreux. Comme toujours, assure, restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. Merci à vous.